le prochain sujet qu'on va aborder, c'est le sujet qui retient l'attention depuis un bon nombre de semaines. On va dire même, bientôt ça va faire un an que ce sujet est sur la table, c'est-à-dire la situation entre le Bénin et le Niger. C'est une situation qui est née depuis le coup d'État de juillet 2023 au Niger, avec tous les rebondissements qu'on a connus, la fermeture des frontières, l'ouverture des frontières. Et maintenant, ce qui retient notre attention aujourd'hui, c'est la question des Nigériens qui sont arrêtés à Cotonou sous prétexte qu'ils sont entrés de façon illicite ou bien par des portes dérobées sur le site de Wako à Bénin, à Sémé. Donc, ce qu'on nous dit, ce que le gouvernement, à travers le procureur spécial, a dit, c'est que ces gens-là n'ont pas utilisé les portes qui étaient dédiées à l'entrée sur le site. Donc, ces gens ont utilisé des portes dérobées. Donc, on peut quand même se questionner parce que ces gens-là ne sont pas tombés du ciel, sûrement des gens qui sont venus par l'aéroport. On ne connaît pas exactement est-ce qu'ils sont venus par voie terrestre, par exemple par le Togo, parce que la frontière est bloquée à Manaville. Est-ce qu'ils sont venus par voie terrestre par le Togo ou ils sont venus par l'aéroport? Et c'est les gens qui sont venus avec un statut officiel. Et si le gouvernement béninois en doutait, du moment où leur homologue du Niger, le gouvernement nigérien a confirmé que c'est les officiels qui ont été envoyés. Je ne pense pas qu'on devrait faire ça d'un problème. En réalité, s'il n'y avait pas des guéguerres avant entre le Bénin et le Niger, c'est un problème qui devrait être réglé rapidement et puis on serait passé à autre chose. Mais on ne comprend pas pourquoi ces gens ont été pris là-bas, on les a arrêtés, gardés, jetés, non, on les a gardés à vue et après, on a appris cette semaine que 2 personnes sur les 5, 2 ont été relâchées et puis 3 ont été déposées en prison. Est-ce que la question on se pose aujourd'hui, est-ce que ça va contribuer à faire baisser la tension? Parce que c'est ça la réalité du problème. Ce que les Béninois disent, ce que les Nigériens, même si on oublie le gouvernement, dans la population, c'est ce que les gens disent, c'est qu'il faut rapidement trouver un terrain d'entente entre les deux gouvernements pour faire baisser la tension, pour que les relations séculaires qui existent entre le Bénin et le Niger, ces relations puissent se reprendre pour que les opérateurs économiques qui bénéficiaient des flux de transactions, les transactions entre le Bénin et le Niger, je parle de tout le circuit entre le Cotonou, le port de Cotonou, à travers Boïcon, Dassa, Parakou jusqu'à Manambi, tous ceux qui sont sur le parcours là et qui profitaient des mouvements entre les deux pays, tous ceux-là ont été réduits au silence depuis bientôt un an. Donc, en allant chercher ces Nigériens-là, je pense qu'au pire des cas, selon moi, vous pouvez dire votre point de vue dans les commentaires, au pire des cas, on aurait pu les renvoyer du Bénin. Au pire des cas, ce qui pourrait arriver, on aurait pu les renvoyer du Bénin. Mais à quoi ça va servir d'aller les déposer en prison aujourd'hui? Est-ce que ça va contribuer à faire avancer? Mais le problème, c'est que, comme je l'ai dit dans une chronique que j'ai publiée sur ma chaîne YouTube, vous pouvez revoir ça sur ma chaîne YouTube que j'ai intitulée ce que nous j'ai appelé la méthode Talon. C'est ce que Talon a essayé de faire depuis. Oui, ils sont venus. Ah, ok, c'est ça. Je demandais. S'ils sont venus par ils sont venus par voie aérienne. Donc, c'est sûr que les gens, quelqu'un qui vient faire saboter une infrastructure pétrolière ne va pas venir par voie aérienne. Donc, il y a tellement de choses qui montrent que ces gens-là n'étaient pas animés de mauvaises intentions, qu'ils étaient là pour faire un travail. On aurait pu les laisser, suivant ce qui est inscrit entre le contrat entre les deux pays, on aurait pu les laisser jouer leur rôle, c'est-à-dire ils étaient là pour s'assurer que les quantités de pétrole chargées dans les navires chinois qui arrivaient, sur ces quantités respectaient, avoir vraiment le chiffre réel de ce qui est fait. On ne peut pas, on l'a dit, on va le répéter, ils ne peuvent pas envoyer leur pétrole, vendre leur pétrole aux Chinois sans savoir combien de litres, combien de tonnage, combien de litres que chaque navire qui arrive emporte. Ça, c'est la meilleure chose. Donc, on ne peut pas empêcher les Nigériens d'être présents sur le site de chargement de leur pétrole. Donc, c'est complètement une aberration qui ne dit pas son nom. Et il ne veut pas reconnaître qu'ils sont en tort
et ils enfoncent encore, ils s'enfoncent totalement dans la merde, excusez-moi le mot, et en allant arrêter des Nigériens qui étaient là pour faire un travail pour leur gouvernement et en se basant, bien sûr, sur le contrat, le partenariat tripartite signé entre l'entreprise chinoise, le gouvernement nigérien et le gouvernement béninois. Soit on montre à la communauté internationale que nous sommes un pays sérieux et nos engagements on doit être respectés. Est-ce que dans le contrat qui a été signé, est-ce que c'est écrit noir sur blanc que lors du chargement du pétrole, il devrait avoir absolument des représentants nigériens. Et c'est écrit, non seulement c'est écrit, c'est même dit qu'ils sont capables, ils peuvent même embaucher, le Niger peut embaucher même des spécialistes, ils n'ont pas la compétence sur leur terrain, sur leur sol. Il peut embaucher un Américain, il peut embaucher un Vietnamien, un Iranien pour les représenter. Parce que c'est leur droit absolu, c'est leur marchandise qu'ils sont en train de vendre à un pays, à une entreprise privée. Donc, on ne peut pas les empêcher de venir s'assurer de la quantité qui est vraiment achetée, ce qui est emporté, chaque navire qui arrive, combien, quelle quantité est partie dans ce navire-là. Donc, on ne peut pas continuer à gérer ce problème avec autant de légèreté comme ça se fait actuellement à Cotonou. Donc, c'est de ça qu'on parle. Donc, le fait d'aller chercher, d'arrêter des gens, de les mettre en prison, on a déjà dit depuis 2016, on ne peut pas utiliser la prison à tort et à crier pour régler tous les problèmes. On a vu au Bénin, des enfants ont été enfermés juste parce qu'ils ont écrit 4 mots sur les réseaux sociaux. Et 5 ans, c'est 5 ans, ils ont été jetés en prison 1 an, 18 mois ou plus. Certains ont fait même 3 ans en prison parce qu'ils ont écrit 4 mots sur les réseaux sociaux. On constate qu'il faut être vraiment faible d'esprit pour pouvoir utiliser une violence gratuite, pour pouvoir nuire chaque fois que quelqu'un veut apporter la contradiction à la façon dont Patrice Talon pense. Quand quelqu'un veut apporter la contradiction à comment le système en place, le système Talon réfléchit qu'ils ont, ils ne sont pas capables de s'asseoir et de dire la seule solution qu'ils ont, c'est juste la prison. Donne-moi une seconde parce que je vais, pour que mon compte, souvent, si je suis natif sur TikTok, souvent, ça me demande de réactualiser. Donc, il faut de temps en temps que je fasse quelques mouvements là-bas. Donc, ce que je disais, le problème aujourd'hui, la méthode Talon, c'est un système qui est incapable de dialoguer avec des interlocuteurs. Il ne connaît que la force, la violence pour régler tous les problèmes. Vous voyez, ceux qui sont en prison au Bénin aujourd'hui, vous voyez bien, Rekia Madougo, Joël Aïvo, c'est les gens qui ont dit à un moment donné, ils veulent proposer une alternative au peuple béninois. Et ça suffit, puisque Patrice Talon est incapable d'organiser des élections libres et transparentes. Il est allé les chercher, les a jetés en prison sur les prétextes fallacieux, soit disant que le professeur Joël Aïvo, qui n'avait que des arguments, qui n'avait que des mots, qui sortaient de sa bouche, qui veut lui faire un coup d'État avec 1 million de francs CFA. Donc, il accuse de blanchiment de capitaux. Alors que sous leur nez, aujourd'hui, je parlais de ça plutôt dans ce direct, on a appris que dans le projet de Pipeline, là, il y a eu des gens qui ont investi 600 milliards qui ont mis 600 milliards de francs CFA. Ou qui sont ces gens-là? On demande qui sont ces gens-là. Si c'est un gouvernement sérieux et transparent, ils n'ont qu'à nous afficher la liste de ces gens-là. Parce que c'est là où il faut aller chercher le blanchiment de capitaux. D'accord? Parce que ces gens-là, ils ont trouvé 600 milliards où? Dans ce Bénin-là, aussi appauvri, où les gens n'ont pas l'argent pour prendre un seul repas par jour. Il y a quand même des gens, des particuliers, des privés qui ont trouvé 600 millions. Si c'est des privés, ces privés sont étrangers, ils n'ont qu'à publier la liste. Si c'est les Béninois, on n'a qu'à publier la liste pour que le peuple le sache. Qui sont ces gens-là qui ont investi dans ce projet de pipeline? C'est ça la transparence. Il ne suffit pas d'aller chercher les gens, les jeter en prison pour un oui ou pour un non, sous prétexte qu'on a le pouvoir, on a le soutien des forces de sécurité, on a le soutien d'une partie de l'armée et on en fait comme on veut parce que pour le moment, on est chef et puis on agit sans penser en réalité au lendemain. Donc, revenons à la situation des Nigériens qui sont arrêtés. Donc, ce que j'ai dit au pire, ce qu'on aurait fait, je suppose que ces gens-là sont persona non grata au Bénin. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste les refouler. On va leur dire, OK, il ne peut pas, on ne les autorise pas à rester au Bénin, de repartir au Niger. On peut le faire pour éviter
une escalade dans une situation qui est déjà pourrie. Mais ça ne règle pas en réalité le problème du fait que déjà dans le contrat impose d'accepter sur le site à ses mains, d'accepter que des représentants du gouvernement du Niger soient là. Donc, est-ce que il reviendra au Bénin de choisir ses représentants nigériens ou comme Patrice Talon le fait pour les élections avec les démocrates, il leur dit dans votre liste de candidatures, je ne veux pas avoir Guy Mitokwe, je ne veux pas avoir qui encore, Noureddine Saka Saleh. Donc, c'est les gens que je veux qui doivent rester sur votre liste, sinon vous ne serez pas candidat. C'est la même méthode qu'il veut utiliser avec les Nigériens. Donc, il veut à lui seul imposer aux Nigériens maintenant qui doit venir les représenter. Je ne sais pas ce qui lui passe par la tête. Qu'est-ce qu'il veut exactement? Est-ce que c'est à lui ou le contrat, il veut rédiger ou bien il n'a qu'à dire, aussi, il peut dire aussi que le contrat est caduc. Comme ça, on sait qu'il ne veut pas respecter le contrat. Mais sans rendre caduc le contrat, il ne peut pas empêcher les Nigériens d'être sur le site et de surveiller leur chargement. Maintenant, la conséquence logique, on a vu le ministre nigérien du pétrole. Donc, on l'a vu, il est allé sur le terrain, il est allé plutôt au point de départ du pétrole et il a décidé de fermer les vannes à ce niveau. Mais du moment où les vannes sont fermées, donc tout le monde, on retourne au point de départ. Mais qui paie en réalité? C'est vrai que ces ressources qui auraient pu profiter aux Nigériens dès maintenant pour permettre de se reconstruire. On ne va pas oublier le fait que l'embargo de la CEDEAO, la fermeture des frontières par le Bénin, tous ces éléments-là, toutes ces sanctions ont eu des conséquences graves sur le pays. On a parlé de plus de 300 morts. On a parlé des pertes économiques de l'ordre 1200 milliards. Donc, le pétrole, en priori, aurait permis au Niger de se relever progressivement. Donc, le fait qu'il y ait un conflit maintenant entre les deux pays, un conflit pour le moment, on espère que ça va rester au niveau où on est, où on ne va pas aller au-delà parce que le Niger pourrait éventuellement prendre des mesures de réciprocité. Parce que ça se fait dans d'autres pays. Vous voyez comment ça se passe, non? On dit, on a empêché notre ambassadeur de venir dans votre pays, l'autre pays aussi va renvoyer votre ambassadeur. Et c'est comme ça va. Je pense que le gouvernement nigérien est en train de quand même avec retenue, avec maturité, pour ne pas tomber dans ce piège-là, ou même dans une certaine mesure, comme on peut penser que Patrice Talon a induit de façon implicite le Niger en erreur parce qu'il a conduit en arrêtant les Nigériens à Cotonou. La conséquence logique, c'était que le Niger ferme l'arrivée du pétrole et c'est ce qui s'est passé. Ce qui se passait avant, on va dire, c'est le Bénin qui empêchait le chargement de pétrole. Maintenant, la faute, on va dire, dans une certaine mesure, les Chinois peuvent dire non, c'est pas le Bénin qui a bloqué le pétrole, mais par contre, c'est le Niger qui a bloqué, qui empêche le pétrole d'arriver à Cotonou, mais qui arrive précisément à Sémé. Donc, c'est Patrice Talon, en posant ces actes, a induit d'une certaine manière le Niger en erreur. Mais moi, j'apprécie quand même jusqu'à présent la retenue des autorités nigériennes ou qui n'ont pas, en tout cas j'espère qu'elles vont rester à ce niveau, qui n'ont pas pris des mesures de réciprocité contre le Bénin, parce que ces autorités auraient pu prendre des mesures aussi contre des représentants béninois au Niger. Et puis, ce n'est pas ça qu'on souhaite. Nous, on pense que le problème, à un moment donné, Patrice Talon avait fait comme un pas en arrière sur cette question-là, au moment où il a autorisé le chargement du premier navire. Et on avait espéré que cette bonne foi allait continuer et ça va permettre aussi le dégel du côté du Niger où les Nigériens, le gouvernement nigérien avançait le fait que on a des bases françaises au Bénin. Donc, cette question aujourd'hui a été totalement oubliée, alors que si on laissait le pétrole circuler librement, si les Nigériens étaient présents à ses mains, jouaient leur rôle, le pétrole sera chargé. Quel intérêt Patrice Talon a empêché que le Niger sache quelle quantité de son pétrole est chargée? Moi, je ne comprends pas vraiment sa logique. Quel intérêt il a? Pourquoi il ne veut pas que ceux qui ont le pétrole est dans le sous-sol nigérien et ils envoient ça à Cotonou. Pourquoi? Quel intérêt il a? Il ne veut pas que les gens sachent quelle quantité de pétrole. Moi, je ne veux pas aller sur le terrain des choses qui sont avancées un peu partout dans les médias où on dit qu'il y a un contrat officieux qui permettait à Patrice Talon d'avoir sur chaque chargement de navire
11 000 barils. Je ne parle des preuves, donc je ne vais pas aller sur ce terrain, mais on peut toujours se poser la question, quel intérêt on a au Bénin, quel intérêt pas le Bénin, quel intérêt Patrice Talon en tant que personne, parce que ce qu'il fait, ça n'engage pas les Béninois, ça n'engage que lui, puisque en réalité, il a terminé son mandat depuis 2021 et ce qu'il fait, c'est la prolongation qu'il joue. Il sait qu'il est illégitime et illégal. Donc, la prolongation qu'il joue depuis 2021, c'est à ses risques et périls. Et un jour, si le gouvernement change, tous les engagements qu'il prend, qu'il a pris depuis 2021, il peut rendre compte de ça. Si on veut être rigoureux envers lui, il peut bien sûr rendre compte de ça parce qu'il a terminé son mandat depuis 2021. Et ce qu'il a fait en 2021, le coup d'État qu'il a fait pour prendre le pouvoir en 2021 en tuant des Béninois à travers le pays, il sait qu'il bénéficie d'un mandat illégal et qui va lui être opposé tôt ou tard dès que les Béninois vont reprendre leur droit absolu, vont reprendre le contrôle de leur pays, il va répondre de ça. Donc, restons toujours sur cette question-là. On a beau spéculer sur cette question-là pour savoir quel intérêt le gouvernement béninois a à empêcher des représentants nigériens d'être sur le site où on charge leur pétrole. Parce que c'est comme on l'a dit, c'est l'information, c'est contractualisé, c'est inscrit dans les contrats et normalement, ça ne devrait poser aucun problème. Surtout que les gens sont venus légalement à Cotonou. Quelqu'un m'a dit dans les commentaires tout à l'heure qu'ils sont venus par l'aéroport. D'accord? Donc, ce n'est pas les gens qu'on va accuser de venir saboter les infrastructures qui sont là, parce que les infrastructures qui sont là sont d'abord dans l'intérêt des Nigériens. Le Bénin va prendre des commissions, mais le pays qui va gagner plus, parce que ça va de soi, parce que le pétrole leur appartient. Donc, ils n'ont aucun intérêt à venir. OK. Donc, oui, je vais revenir, monsieur Hervé, je vais revenir sur votre commentaire tantôt. Donc, les Nigériens n'ont aucun intérêt à venir saboter une infrastructure parce que c'est le seul risque, on va dire. Si quelqu'un entre sur ce site par intrusion, est-ce que cette personne est venue avec des bonnes intentions? Est-ce que cette personne est là pour pouvoir poser un acte de sabotage ou cette personne est là pour autre chose? Donc, quand on se pose toutes ces questions-là, on va finir par conclure que est-ce qu'ils sont là, vu que le gouvernement nigérien a dit que c'est des représentants officiels. Maintenant, comme M. Hervé dit, est-ce que ces personnes se sont annoncées? Est-ce qu'ils se sont annoncés aux autorités béninoises pour dire tel jour, nous serons au Bénin, et puis à partir de tel jour, nous serons sur le site pour pouvoir voir comment se passe le chargement. Ça, j'avoue, je ne parle les détails de ça, là, la question que vous avez posée pour est-ce que le Niger avait informé à l'avance de l'arrivée de ses représentants sur le site. Je n'ai pas ces informations, donc je ne peux pas l'affumer ou bien je ne peux pas démentir ça. Je voulais savoir pourquoi ils n'ont pas tenu, ne sont pas venus de façon officielle. Donc, c'est des questions qui sont pertinentes, monsieur Hervé, des questions pertinentes qu'on peut se poser. Mais ça ne pardonne pas ou bien ça n'excuse pas la façon dont le Bénin est en train de gérer ça. N'oubliez pas qu'au Bénin, on a eu ce que l'on appelle des jurisprudences. On a eu un scandale comme la tentative d'empoisonnement de Yahi Boni. Et le juge Angelo Rousseau, qui a statué sur le dossier, qui a accumulé toutes les preuves pour dire que cette tentative, Patrice Talon a effectivement comploté pour pouvoir tuer Yahi Boni. Maintenant, pourquoi le juge ne l'a pas condamné? Le juge a prononcé un non-lieu en disant qu'il n'est pas passé à l'acte. Le fait que Patrice Talon n'a pas encore passé à l'acte, ça fait que le juge a dit, en principe, il y a eu un non-lieu parce que le crime n'est pas encore commis. Donc, on ne peut pas condamner. Selon lui, quand même, moi, je ne suis pas juriste pour savoir toutes ces subtilités des lois. Si le juge a conclu que le fait que les actes, c'est vrai, les gens ont comploté, ils voulaient tuer quelqu'un, mais le fait qu'ils ne sont pas passés à l'acte, et ça fait qu'il a prononcé un non-lieu. Donc, on peut imaginer, on peut se mettre dans le même cas aujourd'hui. Même si ces Nigériens étaient animés de mauvaises intentions, vu qu'on a pu les arrêter à temps, et encore qu'on ne nous a pas dit qu'ils étaient en possession, je ne sais pas, des armes, ils étaient en possession de telle chose qui aurait pu permettre de détruire une infrastructure qui est là. Donc, on n'a aucun argument valable pour dire qu'effectivement, ils étaient là pour pouvoir commettre des actes de sabotage contre les infrastructures pétrolières.
Donc, on n'a aucune raison d'aller à cet extrême-là, c'est-à-dire jusqu'à mettre ces gens-là en prison. Comme je l'ai dit, le mieux qu'on aurait pu faire, le mieux qu'on aurait dû, au pire des cas, les renvoyer dans leur pays et attendre la réaction, peut-être leur demander de revenir par une voie officielle, c'est-à-dire envoyant un courrier officiel pour dire nous serons là tel jour et on aurait pu avancer au lieu d'aller en prenant des mesures extrêmement à Cotonou. De l'autre côté aussi, les gens ont décidé de bloquer le pétrole. C'est qu'on veuille ou pas, c'est des manques à gagner pour le Bénin, parce que pour chaque passage, le Bénin encaissait de l'argent. C'est des manques à gagner, mais comme le ministre nigérien l'a dit, je répète à peu près ce qu'il a dit pour le paraphraser, que même si eux, le gouvernement actuel, c'est-à-dire le général Tiani, si son gouvernement ou son peuple, ceux qui sont là aujourd'hui ne profitent pas de ce pétrole, même leur petit-fils, leur arrière-petit-fils vont finir par profiter de ça. Quand le ministre béninois est venu au Niger, c'est Wako qui a informé le Niger. Le Niger a donc informé le Bénin de l'arrivée de ceux par l'intermédiaire de Wako. OK, donc c'est ça, je voulais quelqu'un qui vient de nous donner l'information. Donc, il semblerait, OK, comme quelqu'un vient de le dire, dans le contrat, dans la gestion de ce pipeline-là, de la même manière que quand Adambi allait au Niger, il n'a pas informé directement les autorités nigériennes. Il est passé par Wako, d'accord, Niger, et c'est Wako qui a informé le ministre du pétrole du côté du Niger. Donc, eux-mêmes, ceux qui sont venus au Bénin, ont utilisé le même sécu, c'est-à-dire ils ont informé Wako Bénin pour de leur arrivée. Donc, si le contrat est ficelé comme ça, je ne pense pas que ça devrait poser un problème a priori, en principe. Ça répond un peu à la question de notre ami Hervé qui se demandait pourquoi les gens n'ont pas officiellement informé le Bénin de leur arrivée. OK, Madame Anne-Marie nous dit ici, il faut étudier un peu comment Talon s'est enrichi et vous allez comprendre son comportement. Donc, oui, j'ai beaucoup d'élèves tout à l'heure, les gens, en tout cas, on va mettre des rumeurs parce qu'on n'a aucune preuve officielle où les gens ont dit qu'il y a un contrat officieux qui permettait à Patrice Talon, je ne vais pas parler du Bénin parce que ce qu'il fait, il le fait en son nom, qui permet à Patrice Talon, pour chaque chargement, d'encaisser ou d'avoir dans les 11 000 barils. Ça, c'est des rumeurs, on reste à l'étape de rumeurs. Mais le fait de vouloir entourer le chargement du pétrole nigérien d'opacité, ça pose quand même beaucoup de problèmes de crédibilité. Et c'est là où ça se trouve en réalité le vrai nœud qu'il faut démêler. Parce que pourquoi on veut entourer le chargement d'opacité? Pourquoi on veut le faire? Parce que si le contrat dit que les autres devaient avoir des représentants sur place, pourquoi quand même on cherche quand même à les empêcher d'être présents au moment où leur pétrole doit aller, on doit mettre leur pétrole, on doit charger leur pétrole dans les navires. Est-ce que Patrice Talon veut, en le faisant, c'est-à-dire en pensant que, en prenant cette mesure, ça allait obliger le Niger à ouvrir sa frontière? Non, c'est deux problèmes, on l'a dit, on l'a répété plusieurs fois, c'est deux problèmes qui sont totalement différents. Et la conditionnalité, les conditions posées par le Niger pour ouvrir sa frontière ne sont pas liées à la gestion du pipeline. Le Niger a bien dit, là-bas, pour l'ouverture des frontières, le Niger sous-sort le Bénin d'abriter des forces étrangères, d'abriter des bases françaises ici. Donc, ça, ce problème n'est pas réglé définitivement. Ce problème est en instance, donc il fallait trouver peut-être des médiations, des choses pour pouvoir vérifier, parce que le gouvernement nigérien a cité un certain nombre de sites sur lesquels on a des bases où on entraînait des terroristes pour attaquer leur pays. Donc, même si le Bénin a démenti à plus d'une fois, mais c'est un problème qu'il fallait quand même régler, il faut régler. Et il ne faut pas nécessairement chercher tout le temps à lier les autres, à amener le Niger de force à ouvrir ses frontières. Ou on peut même aller plus loin, on peut dire le Niger peut bel et bien ouvrir sa frontière et empêcher ces opérateurs économiques de venir au port de Cotonou. Ça peut se faire aussi. Donc, il faut oui. OK, M. Agorsou nous dit ici, à mon avis, je vois que le Bénin devrait libérer ces Nigériens autant plus que parmi eux, on retrouve des autorités. OK, donc effectivement, c'est ce qu'on dit, effectivement. On n'a aucune raison de garder ces gens-là chez nous. À quoi ça va servir de les garder en prison? Juste pour montrer qu'on est fort, on a un président qui est fort, qui a de l'autorité,
L'autorité, ce n'est pas la violence, ce n'est pas la force. L'autorité se base sur la raison. Je répète, l'autorité, ça se base sur la raison. Quelqu'un l'a dit, si tu demandes à ton peuple d'aller se jeter à la mer, il fera la révolution. L'autorité se fonde sur la raison. Ce n'est pas la prison qui va régler ces gens de problème. Un problème qui est déjà difficile à régler, où les gens sont en train de réfléchir pour trouver un terrain d'entente pour faire avancer ce projet. On vient encore ajouter de l'huile sur le feu. Parce que ces gens qui sont arrêtés, qui sont jetés en prison aujourd'hui, ça ne va pas faciliter les négociations. Peut-être ça va rompre le peu de crédit, le ciment qui a commencé après le chargement du premier navire. On avait pensé qu'on avançait un peu vers une nouvelle étape où on peut arriver à un règlement rapide et pacifique de cette crise entre le Bénin et le Niger. On le dit, une crise qui est partie de très loin et qui, a priori, n'était pas un problème bénino-nigérien. C'est un problème qui est parti de la CEDEAO. Aujourd'hui, la CEDEAO a disparu complètement. On ne voit plus la CEDEAO. Le Bénin est laissé à lui-même où Patrice Talon est perdu complètement, on en l'a dit. Il est complètement perdu dans cette affaire où il ne sait plus comment gérer. Et chaque mesure qu'il prend, ça ne fait que nous éloigner davantage d'une solution rapide. Parce que l'arrestation de ces Nigériens-là nous enfonce davantage dans la crise plutôt que de nous... OK. Alors, je vais prendre quand même quelques commentaires parce que je regarde seulement les commentaires qui sont sur YouTube. OK, je vais voir rapidement. Laissez-moi quelques secondes, voir si mes amis qui sont sur TikTok, s'ils ont la ruse. Ah oui, c'est... Pardon, c'est un slogan qu'on connaît bien au Bénin, la ruse et la rage, d'accord? Gérer tout par la ruse et la rage, c'est sans dialogue, sans capacité, sans ouvrir le dialogue avec les autres. C'est ça que c'est le mode de fonctionnement du Bénin depuis 2016. C'est ça qu'ils voulaient, dans une certaine mesure, appliquer au Niger. Malheureusement, ça ne fonctionne pas parce que on n'a pas la même culture. On n'a pas les autorités nigériennes ne sont pas les opposants béninois. Les opposants béninois, on peut faire avec la complicité de l'armée, de la police, on peut faire tout des opposants béninois. On peut aller prendre des enfants, des enfants, des étudiants, qu'on les jette en prison pendant 4 ans sans, et puis rien, personne ne dit mot. Mais c'est pas la même chose. Tu ne peux pas aller prendre des ressortissants étrangers et les jeter en prison pour un oui ou un non, comme il le fait pour les Béninois. Donc, ça ne facilite pas les rapports entre les deux pays et on ne peut pas tout gérer avec la ruse et la rage, comme quelqu'un me dit ça, quelqu'un me le dit sur TikTok. En réalité, Patrice Talon bloque le pipeline à cause de ses intérêts. C'est sûr que dans ce contrat, moi, j'ai reçu un invité la fin de semaine passée sur l'une de mes émissions. Le vrai problème aujourd'hui, c'est que les intérêts particuliers qui sont dans ce projet-là, ça dépasse les intérêts de l'État béninois. C'est tout le problème qu'on a aujourd'hui avec Patrice Talon. Parce que les particuliers, ses intérêts personnels, les intérêts de son groupe, de ses amis qui ont investi, je ne sais pas combien dans ce projet-là, ces intérêts-là dépassent les intérêts du Bénin. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il ne peut pas se lever, il ne peut pas se mettre au-dessus de la mêlée pour apporter des solutions éclairées. Tant que ces intérêts vont prendre le dessus sur l'intérêt du plus grand nombre, on ne va pas avancer. Absolument, oui. Docteur Alagbada qui dit ici que Patrice Talon a commis un acte gravissime en kidnappant les 5 ressortissants. C'est vraiment grave de poser ces actes-là, surtout que vous avez déjà des précédents douloureux. Je dis douloureux parce que la fermeture des frontières a causé plus de 300 morts du côté du Niger. Même si les gens peuvent nous dire, ce n'est pas seulement Patrice Talon qui a fermé les frontières, on a aussi la coupure d'électricité du côté du Nigeria. Donc, mis l'un dans l'autre. Donc, ça là, c'est des plaies béantes. Des plaies que les Nigériens n'ont pas encore cicatrisées. Et on ne leur laisse pas le temps de digérer tout ce qu'ils ont vécu pendant 8 mois, pendant 9 mois, sous l'embargo, sous les sanctions de la CEDEAO, sous la fermeture des frontières, pas le Bénin, pas le Nigeria. Et on veut ajouter d'autres douleurs à des familles, on veut ajouter d'autres éléments à des familles. Donc, ça ne consolide pas le vivre ensemble, ça ne consolide pas le bon voisinage. Parce qu'on doit travailler, quelqu'un a dit aussi, on ne peut pas déplacer le Bénin de là où il est aujourd'hui, on ne peut pas déplacer non plus le Niger de là. Donc, c'est les peuples qui sont appelés à vivre là pour toujours.
Donc, on ne peut pas poser des actes qui vont amener ces peuples à l'affrontement. Parce que si quand vous posez ces actes-là, dans certaines régions du monde, il ne fallait pas trop pour que ça entraîne des actes de représailles vraiment graves. Donc, il ne faut pas qu'on nous amène là pour les intérêts particuliers de quelques-uns, de quelques Béninois, qu'on amène à l'affrontement direct entre deux peuples qui sont des frères, où on a des communautés ethniques qui habitent des deux côtés du fleuve Niger. Des gens qui viennent pour les cérémonies à Malanville, à Kandi ou à Banikora, et les Béninois qui sont là, qui ont des familles de l'autre côté, qui vont là-bas tout le temps. Les gens ne peuvent pas, pour des raisons politiques et des intérêts privés, amener ces peuples-là à l'affrontement. Ça ne sert à rien. Donc, il faut, dans l'immédiat, libérer ces gens-là, les laisser retourner auprès de leur famille et continuer à vaquer à leurs occupations. Et par rapport aux contrats, les engagements pris par le Bénin, où le contrat est libellé clairement que le Niger doit avoir ses représentants sur le site. Si le Bénin ne veut pas respecter ça, que le Bénin dise effectivement, nous, on ne veut plus respecter ce contrat-là. Le contrat est devenu caduc, pardon. On va brûler le contrat, on veut signer un autre contrat avec le Niger et on va signer un autre contrat où, dans ce contrat-là, le Bénin sera garant du chargement et les Nigériens n'ont pas besoin d'être là. Si c'est ça que le Bénin veut, si c'est ça que Patrice Talon veut, il n'a qu'à le dire clairement. Il ne faut pas qu'on joue avec le feu inutilement. Si vous ne le voulez pas, s'il n'est pas plus d'accord avec le contrat qu'il avait signé, il n'a qu'à dire ce contrat-là est devenu caduc et on passe à autre chose. C'est moi. Ok, excuse-moi, car les Béninois, dans leur langage, ne sont pas humbles. Tu peux résoudre un problème et être orgueilleux dans son langage. Ok, je n'ai pas très bien compris, monsieur, ici, il faut ce que vous voulez dire. Oh, mais ok, mais je pense que vous parlez des autorités béninoises, je suppose, hein, ce dont vous parlez. Donc voilà où est-ce qu'on en est par rapport à cette situation-là. On ne sait pas ce que la semaine prochaine va nous réserver. Et déjà qu'on a mis sous mandat de dépôt devant la CRIET qui est décriée depuis des années par les Béninois par rapport à sa façon de gérer. Il semble que les décisions qui sont prises par la CRIET, ces décisions viennent du haut, comme on le dit. Ces décisions sont téléguidées. Il y a quelqu'un qui est au téléphone quelque part qui leur dit vous devez condamner telle personne à 10 ans, vous devez condamner telle personne à 20 ans. Les mauvaises langues ont dit même que la déclaration du procureur spécial de Cotonou lui a été rédigée à la présidence. Donc, c'était sur un prompteur, il lisait simplement parce que il semble que c'est les gens pour lesquels la politique les manipule. Ils ont oublié ce qu'ils ont appris comme droit et ils ne veulent rien faire pour se mettre au-dessus de la mêlée. Donc, le problème, c'est que Talon a signé beaucoup de contrats souterrains avec Bazoum. Et aujourd'hui, Bazoum n'est plus au pouvoir. Oui, c'est ça que quelqu'un m'a dit. Quelqu'un a dit récemment sur ma chaîne que, en fait, c'est le garant de Patrice Talon, c'est Bazoum. Donc, pour lui, là, si Bazoum n'est pas là, il est mort par rapport à tout ce qu'il a mis dans le projet. C'est seulement Bazoum qui peut lui garantir ce qu'il a investi dans ce projet-là. Mais Bazoum n'est pas là. Donc, il faut faire avec. Et on ne lui a pas demandé d'aller signer des contrats souterrains. Il est à la tête d'un État et en prenant le pouvoir, il avait dit ouvertement qu'il va se débarrasser de ses affaires. Et malheureusement, c'est le contraire. C'est maintenant qu'il est en plein dans les affaires et il empêche même tous les Béninois. Non seulement il est en plein dans les affaires, mais tous les Béninois qui avaient les moyens, qui avaient des entreprises, qui étaient un peu prospères avant son arrivée, il a détruit tous ces Béninois-là, un à un. Je peux citer Adjavon qui est en exil depuis bientôt 8 ans, depuis 7 ans au moins en exil en France. On peut citer d'autres Béninois comme les Sachivi et autres qu'il a complètement détruit pour s'accaparer de tous. Chacun était dans son secteur. Sébastien Adjavon était dans les produits congelés. Sachivi faisait les œufs. Donc, chacun était dans son secteur. Même l'usine de Martin Rodriguez qui a niqué, il a racheté à 1 franc symbolique. Comment on ne peut pas devenir milliardaire? Il est milliardaire parce qu'il prend tout ce qui appartient aux autres sans rien construire et il est fait propriété privée. Effectivement. Et puis, normalement, on ne devrait pas en arriver là, en principe. Le fait qu'un individu soit un handicap pour le développement d'un pays à cause de ses intérêts personnels. Parce que c'est là où on en est aujourd'hui. Si les intérêts du Bénin étaient en jeu, les décisions qui sont prises au cours des dernières semaines, si Talon s'efface un peu et regarde un peu le peuple béninois, regarde un peu la souffrance des Béninois pris individuellement, ce problème serait déjà réglé depuis. J'ai coutume de citer tous ceux qui bénéficiaient, tous ceux qui vivaient du port
de tout le circuit transfrontalier de Malanville à Kandi, à Banikora et jusqu'à Dassa, jusqu'à Cotonou. Tous ceux qui vendaient à manger, tous les mécaniciens, tous ceux qui bénéficiaient de même ceux qui vendaient des crédits pour téléphone parce que les chauffeurs qui vont venir au Bénin, parfois ils restent une semaine, 2 semaines avant le chargement de leur camion, ils vont appeler leurs parents, ils vont manger, tout ça là, c'est pour ça qu'on construit, c'est comme ça qu'on construit le pays. Donc, on ne construit pas le pays en enrichissant les gros bonnets comme Patrice Talon, comme Olivier Bocor, comme Roch Néré. On ne construit pas le pays en mettant l'argent dans la poche de ceux qui sont déjà milliardaires. On construit un pays, en réalité, en créant les conditions pour que le plus petit des citoyens puisse trouver son gagne-pain, puisse vivre du peu de ce qu'il a appris et faire vivre sa famille. C'est comme ça qu'on construit un pays et non en s'accaparant de tout. Vous voyez même lorsque les gens organisent des grands événements dans certains pays, des grands événements, parfois ces événements-là, ce n'est pas nécessairement pour faire tourner la caisse de l'État, mais on organise ces événements en réalité pour faire tourner l'industrie touristique parce que l'État s'efface au profit des particuliers. Parce que quand on organise des grands événements comme ça, les gens vont venir, les gens vont être logés dans les hôtels, les gens vont manger pendant une semaine, 2 semaines où ils sont sur votre territoire. Donc, c'est comme ça on fait, il faut s'effacer. À un moment donné, un dirigeant doit s'effacer et penser à son peuple. Parce que eux, tous, ils passent le temps à nous dire que le Bénin est résilient, le Bénin est si, le Bénin a fait Boari a fermé les frontières pendant 18 mois. Le porte-parole du gouvernement est venu nous dire que le Bénin est résilient parce que lui, il gagne 8 millions par jour. Il gagne 10 millions il gagne 8 millions par mois ou bien 10 millions par mois. C'est normal que pour lui, le Bénin est résilient. Mais nos familles qui vivent, qui vont acheter des choses au Nigeria pour venir revendre au Bénin, eux ne peuvent pas dire qu'ils ont été... ces gens-là qui vont acheter des choses au Nigeria et reviennent vendre au Bénin ne peuvent pas parler de résilience parce que c'est ces frontières, l'ouverture de ces frontières qui leur permettait de nourrir leur famille. Donc, ces gens-là sont incapables de s'effacer. Ils ne voient que le bout de leur nez, ceux qui vivent. Ils sont dans l'opulence, ils gagnent leur vie correctement. Pour un pays aussi pauvre où des ministres béninois gagnent plus que le salaire du président français, vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Qu'ils se rabattent sur Ben Ali. Oui, Ben Ali. Et puis, effectivement, c'est ça qu'on a toujours dit. On a rappelé aussi que les plus grands dictateurs, l'Afrique a quand même une histoire. Et ces histoires, on a connu de grands dictateurs, mais tous ceux-là, ils sont morts dans le dénuement, parfois loin de leur pays. Même regardez l'exemple le plus récent, l'Angolais, Dos Santos, qui était au roi de tout. Ces enfants étaient des multimilliardaires. Mais aujourd'hui, ces enfants ne peuvent même pas entrer dans son pays, un pays qu'il a dirigé peut-être une trentaine d'années. La même chose pour Mobutu, on peut citer des exemples pour montrer que le pouvoir en réalité est éphémère. Donc, on ne peut pas utiliser le pouvoir pour régler des comptes politiques en pensant qu'on sera éternel. Même si on fait 50 ans au pouvoir, même si on fait 100 ans au pouvoir, tôt ou tard, ça finit par finir à un moment donné. Et après le pouvoir que tu as dirigé ou tu as donné des ordres, tu étais capable de donner des ordres, de faire tout. Ce même pays que tu as dirigé pendant des années, tu ne peux même plus entrer dans ce même pays. C'est pas ça qu'on veut pour nos dirigeants. On veut que nos dirigeants gèrent nos pays dans la paix, dans la justice, dans l'équité pour que, à la fin de leur mandat, qu'ils redeviennent un citoyen comme les autres, qui puissent aller sortir de leur maison, avoir leurs vacances, s'occuper de leurs petits-enfants, aller venir comme il le veut. Mais quand vous utilisez le pouvoir pour commettre des crimes gratuits, comme ce qu'on a vécu depuis 2019, les tueries partout au Bénin, parce qu'on veut avoir seul ces représentants, on veut imposer au peuple que des gens qui sont acquis à sa cause, ce que l'autre dit, des députés Godillot, ou les gens des Béni, oui, des gens qui vont aller là-bas juste pour applaudir, qui sont incapables qui votent même des lois, et ils vont demander à d'autres de leur expliquer. Après avoir voté des lois, ils vont demander à d'autres institutions alors de venir leur expliquer la loi qu'ils ont votée. Vous ne comprenez même pas les implications des lois et vous les votez telles quelles avant de demander qu'on vienne vous expliquer. C'est les députés comme Patrice Talon veut. Parce que ça lui permet de faire ses méfaits, de continuer à faire ses méfaits comme de jour, comme de nuit. Oui, c'est pour ça que je parlais, oui, c'est pour ça que je parlais, moi, je salue vraiment la retenue des autorités nigériennes qui, malgré tout ce qui se passe, prennent quand même leur distance, qui ne veulent pas aller prendre des mesures va-t-en-guerre qui ne sont dans l'intérêt de personne, que
que ces autorités prennent de recul avant de poser chaque acte de façon vraiment pacifique dans l'intérêt des deux peuples. Parce que si Talon oublie son peuple, il a dit qu'il voulait envahir le Niger comme s'il avait, 10 enfants ou bien 50 enfants dans l'armée béninoise. Donc, il voulait envahir le Niger pour aller sacrifier des enfants béninois parce que lui, il est dans son bunker à Cotonou et dans sa chambre climatisée, il va envoyer des enfants béninois se faire massacrer au Niger pour pouvoir sauver juste ses intérêts. Donc, mais je pense qu'on n'en arrivera pas là. Et puis, ça va finir par se dégeler avec, si d'un côté, on a quelqu'un qui nous donne l'impression qu'il a perdu les repères, il faut que de l'autre côté, les autorités nigériennes soient plus raisonnables dans les actes qu'elles vont poser dans cette crise-là pour pouvoir faire avancer de façon logique pour que l'histoire leur donne raison en réalité. Il faut que l'histoire leur donne raison, que c'est les actes qu'on va poser aujourd'hui, ça va rester pour l'histoire. Et puis, tôt ou tard, nos enfants, nos petits-enfants vont voir à un tel moment donné, telle personne a agi dans l'intérêt général. C'est pas ce qu'on fait au Bénin où les gens veulent chercher les patriotes pour dire il faut soutenir Patrice Talon parce que parce que ça, comme s'il est en train d'agir dans l'intérêt des Béninois, il est en train d'agir dans son intérêt personnel. Pour parler de patriotisme, il faut construire d'abord une nation. Mais aujourd'hui, au Bénin, où se trouve la nation Bénin, ça n'existe pas. Depuis 2016, il n'y a plus de nation Bénin. C'est un groupuscule ethnique qui a pris le pouvoir et en fait ce qu'il veut avec la complicité des forces armées. Je ne veux pas dire toutes les forces armées, mais une partie, une milice qui l'aide à faire ses besoins. Donc, pourquoi vous voulez que les gens adhèrent à la nation, les gens adhèrent à vos actes, il faut absolument agir dans la justice. Vous n'allez pas aller prendre des enfants de quelqu'un, le jeter en prison sans aucune raison et lui demander d'être patriote. Vous n'allez pas chercher à aller prendre des leaders d'opinion qui ont des dizaines de militants derrière eux, les jeter en prison sans aucune raison et demander à leurs militants de venir être patriotes. Le patriotisme se fonde d'abord sur la justice. Avant de demander le patriotisme, vous devez construire d'abord un pays fort qui repose sur la loi, qui repose sur les droits humains, qui repose sur la justice. Si vous ne le faites pas, vous utilisez le pouvoir pour violenter les autres, pour commettre des crimes contre des citoyens, vous n'allez nulle part. Le patriotisme, vous allez chercher fatigué, vous n'allez trouver aucun patriote. Il y aura vos militants, les gens qui vous suivent les yeux fermés, qui croient qu'on peut laisser à un seul individu de décider de tout dans un pays. Ceux-là vont vous applaudir, mais vous allez chercher les patriotes, mais vous allez rester là longtemps pour trouver les gens qui vont adhérer spontanément à votre folie. Oui, c'est ça, je dis, monsieur. Le Niger ne provoque pas, oui, parce que c'est ça, je dis. C'est pourquoi je disais tantôt que j'apprécie la modération, la façon dont les autorités nigériennes gèrent cette crise, ou avec beaucoup de retenue. Elles ne tiennent pas des propos vatangais, malgré l'arrestation de leurs citoyens à Cotonou. J'ai écouté les déclarations, tout ce qui a été dit de l'autre côté. On voit que les gens, ils ont juste expliqué le contenu des contrats, pourquoi les gens étaient là. Ils n'ont pas dit, OK, nous aussi, on va faire ci, on va faire ça. C'est déjà de bons signes que c'est les gens, même si on prête aux militaires, on dit aux militaires on pense que les militaires sont les citoyens qui ne sont pas les mieux inscrits dans nos sociétés, mais c'est faux. En réalité, c'est les gens qui ont quand même une culture de loi et qui ont un certain nombre de choses qu'ils prennent quand même un peu plus de temps, un peu plus retenu. On a des civils qui sont plus dangereux pour leur société que des militaires. Quand les gens, ils accusent des Nigériens d'avoir fait un coup d'État, mais ils ont fait un coup d'État au Niger, mais combien de morts on a eu au Niger? On n'en a pas eu. Par contre, ce que Patrice Talon a fait en 2021 au Bénin, il a tué des dizaines de Béninois pour prendre le pouvoir. Donc, ce n'est pas lui qui va chercher à donner des leçons, et c'est lui qui cherche à donner des leçons de démocratie, des leçons de droits humains aux Nigériens, alors que lui-même, tu as versé gratuitement le sang des Béninois pour prendre le pouvoir. Quelqu'un avait dit dans notre pays pour dire, si tu sais que pour prendre le pouvoir, si tu penses que ton élection va causer des morts, il faut même s'effacer carrément parce que la vie humaine est sacrée. On ne peut pas dire sans moi, ce pays n'existera plus. Le Bénin va continuer. Après Patrice Talon, le Bénin va continuer, va aller même beaucoup mieux après parce qu'il empêche l'émergence du plus grand nombre aujourd'hui. Donc, quand il va quitter, quand la pierre est là, on va la déplacer. En fin de compte, on aura beaucoup de Béninois qui vont émerger. Avant, on avait des dizaines
de chefs d'entreprise. Aujourd'hui, c'est résumé à un seul individu ou son clan. Ils sont 4 ou 5 qui détiennent toutes les entreprises du pays. Avant lui, on avait des dizaines d'entreprises, ce qui fait que l'argent allait au plus grand nombre. Mais aujourd'hui, puisque l'argent est concentré par 2 ou 3 personnes, c'est normal que les Béninois n'ont plus l'argent. L'argent ne circule plus dans le pays. Exactement, Madame Bérénice, les militaires sont cultivés et puis les gens qui font parfois des formations vraiment pointues dans certains domaines, il y a des spécialités dans l'armée. Donc, on ne peut pas penser que ils sont les moins inscrits dans leur société et on doit les traiter comme tels quels. Et s'ils ont décidé dans leur pays, au Niger, de prendre le pouvoir, ils ont leur raison. Il ne revient pas aux Béninois d'aller se substituer aux Nigériens, puisque le peuple nigérien, en tout cas, je suppose que dans la majorité, a soutenu le coup d'État. Donc, on ne peut pas le leur reprocher. On laisse les Nigériens gérer les affaires qui sont internes à leur pays. Il ne revient pas à un gouvernement qui est illégitime au Bénin, qui va aller remettre l'ordre dans un pays tiers, en tout cas dans un autre pays. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à comprendre dans les prises de décision parce qu'on pense que la situation était facile à régler. On aurait pu prendre des mesures. Si on prend des mesures avec retenue, on aurait pu régler cette situation depuis. Dès que la CEDEAO a levé les mesures contre le Niger, on aurait pu avancer rapidement, aller sur le seul point qui était le seul point de litige qui restait, c'est-à-dire la présence des bases françaises au Bénin. On aurait pu aller rapidement sur ce terrain avec la médiation, avec une médiation pour pouvoir trouver un terrain d'entente et reprendre progressivement les relations. Mais on ne peut pas forcer la main aux Nigériens d'aller vite parce que les cicatrices sont encore là. Ils ont perdu plus de 300 personnes, je l'ai répété tout à l'heure. L'économie nigérienne a perdu plus de 1200 milliards pendant ces mois-là de fermeture des frontières. Donc, tout ça, là, c'est des conséquences humaines, des conséquences sur la vie des Nigériens. Donc, on ne peut pas aller les brutaliser pour dire, nous, on a ouvert la frontière de l'autre côté, il faut que le lendemain matin, à 7 heures du matin, il faut que vous-même, vous ouvrez la frontière sans leur donner le temps de trouver comment ils gèrent tout ça là. On a parlé des pertes économiques, les camions, des dizaines, des centaines de camions qui sont bloqués, des marchandises qui sont restées et ont pourri. Qui paye ça? Qui paye la note? Est-ce que c'est la CEDEAO? Est-ce que c'est Patrice Talon qui a fermé la frontière? Qui paye ça? Tant qu'on n'a pas réglé ces problèmes, on ne dit rien de ces problèmes et puis on avance les yeux fermés pour dire oui, nous, on a ouvert les frontières, on ne sait pas pourquoi les autres refusent. Vous ne savez pas pourquoi. Il faut se questionner, il faut réfléchir un peu plus, il faut regarder un peu plus loin. Les conséquences des actes que vous avez posés, est-ce que ces conséquences ont été réglées? Est-ce que les choses ont été réglées? Les choses ont été nettoyées? Rien. Les opérateurs économiques qui ont perdu des dizaines de milliards, les camions qui sont restés sur place pendant des jours et des jours, qui ne peuvent plus rouler. Tout ça là, qui paye la note? Qui paye la note? On est jusqu'on ouvre la frontière pour que Bénin contrôle puisse continuer pas s'enrichir au détriment des Béninois. Et c'est ça qui préoccupe Patrice Talon, c'est ça qui préoccupe les nouveaux maîtres du Bénin, et sans se mettre à la... Il y a plusieurs morts. Laissez-moi une seconde, je vais voir si... C'est bizarre que je ne lis pas bien. Ah, effectivement, oui. On a parlé de la création de l'AES, oui. Quelqu'un me parle de ça ici. Effectivement, déjà que le Niger a... Parce que de l'autre côté, les gens sont déjà dans une autre dynamique, d'accord? Donc, ils sont dans une autre dynamique avec la création de l'Alliance des États du Sahel avec le Burkina et le Mali. Parce que les pays sahéliens, qu'on veuille ou pas, normalement, les conventions internationales imposaient en principe aux pays côtiers de donner accès à leur port, aux pays enclavés. Mais ça là qui était même, ça devrait même obliger le Bénin à ne pas fermer de façon hermétique, malgré la décision de la CEDEAO de ne pas fermer de façon hermétique ses frontières, parce que c'est pas ce qui va au Niger, c'est pas seulement la nourriture. Même la nourriture, on peut dire les gens vont se débrouiller, mais les produits pharmaceutiques, on a les dialysés, les gens qui ont besoin des produits contre le diabète, tout ça là était bloqué au Bénin. Mais quand vous avez posé ces actes indignes de notre époque, vous avez posé ces actes-là, il faut laisser le temps aux autres de pouvoir diriger, pour pouvoir passer à travers. Ça, ces plaies-là ne se cicatrisent pas en une semaine, en 2 semaines. On devrait trouver des portes de discussion, même parfois de façon informelle. Parce qu'au lieu de venir jeter tout sur la place publique pour dire nous on a fait ci, on attend que les autres fassent, le retour à la normale devait
tenir lieu de discussions, vraiment, discussions souterraines, où on aurait vraiment avancé sur les discussions, sur les portes de sortie, avant même de faire les 8 ou 9 conférences de presse que Patrice Talon a faites en moins de 3 mois sur cette question, sur cette crise-là. Donc, il faut vraiment avancer et laisser le temps aux Nigériens de digérer ce qu'ils ont vécu. Et moi, je pense que dans l'immédiat, ce qu'il faut faire dans les médias, c'est de laisser ceux qui ont été arrêtés rentrer chez eux calmement et de voir avec les autorités nigériennes. Ça va se faire, on n'a pas besoin d'argent. Là où les problèmes qu'on peut régler sans sortir d'argent, c'est le problème le plus facile. Donc, de laisser ces gens-là rentrer chez eux et après de peut-être de s'entendre. Si vous voulez que le Bénin soit saisi par une note diplomatique avant que des représentants soient sur le site de chargement, c'est les choses qu'on peut discuter entre des personnes responsables. Ça c'est pas quand même compliqué. Il suffit de s'entendre sur la procédure. Parce que peut-être, parfois, on peut signer un contrat, mais ce n'est pas accompagné de tous les éléments dans la mise en œuvre. Ça, s'il manque des informations pour la mise en œuvre de ce contrat-là, on peut aller sur ce terrain pour dire, OK, voilà que on a eu un incident qui a conduit à l'arrestation de vos dirigeants. Nous voulons prochainement, si vous voulez envoyer quelqu'un au Bénin sur le site, saisissez-nous officiellement par les voies diplomatiques et comme ça, on va pouvoir les accueillir et leur donner des directives pour pouvoir entrer et sortir de ce site. Et tout va se passer bien. Ça, ce n'est pas compliqué à faire entre deux dirigeants, entre deux gouvernements. Ça, c'est la moindre des choses. Mais quand les intérêts personnels entrent en lieu de compte, on tire dans tous les sens sans même viser la cible. On ne sait pas quelle cible on veut exactement atteindre et on tire dans tous les sens. Oui, ok. Effectivement, les contrats qui ont été signés, c'est vrai que je parlais de l'opacité dans la gestion au Bénin. Effectivement, nous, on ne connaît rien de ces contrats-là. Si ce n'est pas que les autorités nigériennes ont commencé par parler de contrats, personne au Bénin ne saura même pas qu'on avait un contrat comme 10 contrats. Il semble qu'ils ont signé, ils ont parlé de 10 contrats. Normalement, ces contrats-là ont été signés quand? Et ces contrats ont été signés quand? Et est-ce que ces contrats-là, le Bénin, en voulant les signer, ces contrats-là sont passés même à l'Assemblée nationale? Personne ne sait. Donc, ces contrats ont été signés de façon unilatéralement par Patrice Talon en tant qu'individu. Si ces contrats n'ont pas fait l'objet de débats à l'Assemblée pour que les représentants des populations puissent donner leur point de vue sur les engagements qui sont pris au nom du Bénin, c'est quand même... Oui, je pense que le gouvernement nigérien, ils avaient publié, quand ils ont parlé des contrats, je pense que je ne me rappelle plus s'ils avaient laissé des copies à la presse, ceux qui étaient présents en ce moment-là. C'est pas possible. Okay. Dans le contrat du pipeline, il devrait toujours avoir des représentants. OK, il devrait toujours avoir des représentants. Oui, c'est ça que je dis, je suis d'accord. Il devait avoir toujours des représentants, vu que ça a posé un problème maintenant. Donc, prenons notre mal en patience pour dire qu'est-ce qu'on fait désormais? Est-ce que le contrat n'a pas été bien libellé ou bien il n'y a pas le mode d'application du contrat, si on peut s'exprimer comme ça, où on dit, OK, oui, on sait que dans le contrat, c'est stipulé que les représentants du Niger doivent être sur le site lors du chargement. Maintenant, est-ce que le Bénin veut une procédure spéciale pour que ces représentants arrivent? C'est les choses qu'on peut continuer à discuter avec ce qui est sûr. Pour le moment, c'est Patrice Talon qui est là. Il faut faire avec. On n'y peut rien, il faut faire avec. Donc, c'est les choses qu'on peut essayer de discuter avec le gouvernement du Bénin qui est là actuellement pour voir est-ce que ils veulent que ce gouvernement veut qu'on le saisisse de façon comme je l'ai dit, de façon diplomatique, ou il faut peut-être réexpliquer un certain nombre d'éléments, peut-être qui va apaiser Cotonou. Mais ce dont je suis sûr et je partage entièrement, je soutiens entièrement le Niger sur ce point. Le Niger ne peut pas vendre son pétrole sans être présent là où on fait le chargement. Ça, il faut totalement l'exclure. Et puis, je ne pense pas que le gouvernement nigérien va accepter ça. Ça, c'est même inconcevable. Et puis, il va de soi que quand vous vendez votre marchandise, il faut que vous soyez prêt, vous soyez là au moment où vous le vendez. Ah oui, c'est monsieur Hervé, c'est la grande question parce que les Chinois maintenant aujourd'hui sont pris, comme on peut dire, entre deux feux. Parce que eux, ils ont investi des centaines de millions de dollars pour pouvoir construire le pipeline. Et il tient, normalement, il faut que ce pipeline-là, si ce n'est pas utilisé, dès que c'est mis en service, ça commence par être amorti. Donc, pour entrer dans leur fonds,
Il faut que ça roule. Donc, c'est la Chine ou bien la société chinoise est prise maintenant entre deux feux. Et je pense que la société a intérêt à travailler rapidement des deux gouvernements pour trouver une porte de sortie pour que le pétrole continue à couler. Sinon, ça va être des pertes parce que c'est des sociétés privées. Les sociétés privées vont faire des emprunts auprès des banques et doivent payer chaque mois, doivent payer de l'argent à la banque chaque mois. Donc, si plus ça va durer, plus ça va mettre cette société-là dans de beaux draps, dans de grandes difficultés financières. Donc, il faut que le pétrole coule rapidement pour que cette société puisse commencer à amortir ce qu'il a investi. OK, juste un instant. Dans cette affaire, le Bénin, je n'ai pas vu le dernier mot, la personne n'a pas écrit. OK, oui, ça c'est une parenthèse. Monsieur Richard qui demande ici pourquoi le Nigeria avait fermé sa frontière pendant pendant un an, mais c'est pratiquement 18 mois. De mémoire, je peux vous l'expliquer rapidement. Mais avant d'aller sur ce terrain, je voulais quand même dire un mot à tous les amis qui nous soutiennent au quotidien sur notre chaîne et puis à travers toutes nos émissions, ceux qui nous accompagnent dans nos directs aussi, et ceux qui partagent nos directs pour ce qu'on fait actuellement, mais toutes les vidéos qu'on ajoute sur notre chaîne chaque semaine et avec des partenaires avec qui on travaille aussi. Donc, continuez à nous soutenir, partagez aussi le direct actuellement pour ça permet d'atteindre un plus grand nombre et ça permet aussi de donner plus de crédibilité à ce qu'on fait. Et comme je l'ai dit la dernière fois aussi, tout le monde n'aime pas, tout le monde n'apprécie pas nos points de vue et c'est les gens qui vont poser des actes pour pouvoir nuire à la croissance de la chaîne. Donc, pour pouvoir apporter la riposte, pour pouvoir nous aider à continuer à faire ce qu'on fait, il faut aimer ce qu'on fait, il faut partager nos directs, il faut partager ce qu'on fait actuellement, nos vidéos. Si vous tombez par hasard sur nos différentes vidéos, n'hésitez pas à les partager aussi. Si vous voulez nous soutenir aussi financièrement pour tout ce qu'on fait, vous pouvez cliquer sur le bouton merci. Et il y a des boutons super clavardage aussi que vous pouvez appuyer si vous voulez nous soutenir pour qu'on continue pas à aller chercher l'information, à soutenir ceux qui nous aident aussi à faire le travail, les techniciens qui nous aident aussi à faire tout le travail qu'on fait aussi. Donc, n'hésitez pas à le faire si vous le souhaitez. Donc, je vais revenir à votre question, Monsieur Richard. Donc, le président nigérien, donc c'est une autre parenthèse là, Buhari, en son temps, avait fermé la frontière pendant 18 mois parce que le Nigeria accusait le Bénin de jouer un rôle de réexportation, c'est-à-dire quoi? Les gens amenaient des produits au Bénin, importaient des produits congelés ou autre chose au Bénin et après font une réexportation vers le Nigeria. Et alors que le Nigeria était dans une logique, n'oubliez pas qu'avec Dangote, le Nigeria était dans une logique d'autosuffisance alimentaire, c'est-à-dire pour les produits essentiels, le riz, la viande, un certain nombre de produits, le Nigeria travaillait à devenir autosuffisant. Donc, le Nigeria ne voulait plus que des produits acquis des pays voisins pour arriver sur son